Vous regardez Période d'essai, j'ai le plaisir de recevoir Michel Barabel, qui est co-auteur avec Pascal Levé et Thierry Théboul de En finir avec les idées fausses sur le management dans la culture, publié aux éditions de l'Atelier. Michel, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir voulu en finir avec les idées fausses sur le management dans la culture ? Alors je vais quand même rendre à César l'initiative de ce projet. On sait que dans le secteur de la culture, on a eu quand même quelques années un peu chaotiques. Des scandales, les mythocultures, des crises des vocations, des interrogations sur la façon dont ces organisations fonctionnaient. Et donc Thierry Théboul, mon co-auteur, qui est le directeur général de l'AFDAS, qui est l'opérateur de compétences du secteur de la culture, a voulu initier un chantier en partenariat avec le ministère de la Culture et le Nouvel Obs. Et puis, au bout de ce chantier, qui réunissait une vingtaine de personnes, des directeurs de lieux, des chercheurs, des gens du ministère, on s'est dit qu'il fallait transformer tout ce travail en ouvrage, et en particulier, peut-être ce qui empêchait le secteur de la culture de progresser sur les sujets de management, c'était les idées reçues qu'elle se faisait sur le sujet qui l'a poussé à caricaturer le management et donc à ne pas l'adopter. Alors justement, qu'est-ce que révèle cette méfiance historique du monde de la culture envers le mot management et la pratique du management ? Je pense qu'on a d'abord un débat idéologique, si on se positionne au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Il y a les valeurs de la culture, c'est l'artiste maudit, il est hors de la société. Et pour lui, la société marchande des bourgeois, c'est finalement une société qu'il rejette, en présupposant que les valeurs artistiques sont supérieures aux valeurs marchandes. Donc rejeter le management, c'est déjà rejeter une société dans laquelle on ne se reconnaît pas, une société de la marchandisation, de la financiarisation. Il y a une deuxième idée, c'est sans doute que le management, ça limite la créativité. C'est-à-dire mettre un cadre managérial, des outils de gestion, ça va rendre l'artiste banal et ça va l'empêcher d'exprimer tout son potentiel artistique. C'est les deux principales raisons qu'on peut identifier. L'un des chapitres évoque l'idée que les artistes ne savent pas gérer. Qu'est-ce que vous répondez à cette formule ? C'est vrai que c'est un bouquin sur les idées reçues, donc on cherche à les déconstruire, même si elles peuvent être parfois vraies à 10, 20, 30, 40, 50%. Derrière cette idée, il y a l'idée reçue très fréquente qu'un artiste est par nature ingérable. Donc comment pourrait-on lui demander de gérer des gens, sachant que lui-même ne se gère pas à lui-même ? Il y a aussi une incompétence dans les chiffres et la finance, voire un rejet des maths, des chiffres et de la finance. Et donc par principe, un artiste, il exploserait ses budgets, il s'intéresserait peu à l'organisation. Sa seule focalisation, ça serait l'œuvre. Vous remettez aussi en cause le cliché selon lequel le charisme suffit dans la culture pour manager. Qu'est-ce que cela implique concrètement ? C'est vrai que le charisme, c'est un trait de personnalité de nature innée. Donc on l'a ou on l'a pas. Et a priori, contrairement au leadership ou au management, ce n'est pas des compétences qu'on va pouvoir développer. Ça transforme le secteur de la culture dans un secteur assez segmenté avec d'un côté des dieux vivants, des super-héros. C'est l'artiste qu'on admire pour son génie créatif, c'est le metteur en scène qui a une vision. Puis des humains qui seraient toutes les autres personnes qui fonctionnent dans l'organisation. Et en organisant des relations de type très parent-enfant, on va peut-être limiter cette capacité à construire des environnements bienveillants, sécurisants, qui permettent à tout le monde de s'épanouir. Alors, le monde de la culture fonctionne beaucoup selon la logique du projet. Est-ce que c'est une complication en plus pour la mise en place de pratiques managériales efficaces ? Déjà, on peut constater que le mode projet il se généralise partout et qu'on pourrait presque dire que le monde artistique a été précurseur dans sa capacité à structurer une organisation en fonction d'un objet qui peut être une nouvelle pièce de théâtre, une œuvre, un festival. Et en tant que tel, le projet par nature, il y a un casting et ensuite il y a une aventure de quelques semaines, de quelques mois, si on est sur un best-seller de quelques années. Et finalement, tout s'arrête et on va redémarrer un autre projet et on ne va pas forcément être capable de capitaliser sur les bonnes pratiques et les erreurs parce qu'on repart finalement de zéro. Donc c'est vrai que, un peu comme dans ces métiers saisonniers, il y a cette difficulté à progresser dans la durée de manière incrémentale sur un objet qui s'appelle le management qui nécessite finalement du temps et finalement du recul pour pouvoir à un moment se forger des principes et des postures qui font du bien aux gens avec lesquels on bosse. Alors justement, vous écrivez que le management dans la culture, c'est la part ingrate, c'est l'expression que vous utilisez. Comment est-ce qu'on pourrait réhabiliter cette fonction ? Oui, part ingrate parce que forcément,
chez beaucoup d'articles, c'est « Oh mon Dieu, je sais que j'ai besoin d'eux », mais c'est l'équivalent dans le monde de l'organisation de faire un reporting ou un entretien annuel d'évaluation. On me l'a demandé, mais je déteste ça, si on se met dans la position des managers de l'organisation traditionnelle. Donc il y a quand même un enjeu à démontrer aux artistes et aux managers du secteur de la culture qu'au lieu d'être une part ingrate, c'est au contraire un cadre qui pourrait améliorer leur capacité créative, leur capacité à mener des projets jusqu'à leur terme, leur capacité à fidéliser, à faire aimer le métier aux différentes personnes. Donc moi, je pense, mais ça me permet peut-être de rebondir sur une chose qui est importante, c'est que soit on n'a pas de management parce qu'on le rejette totalement dans le secteur de la culture, soit on a trop de management, c'est-à-dire qu'on va importer des modèles anglo-saxons qui ont été construits dans d'autres univers en les pluguant. Et donc, on a quand même un rapport ambivalent. C'est « je te déteste » ou « je t'admire ». Et donc, l'idée de l'ingratitude, c'est de se dire, plutôt que de transformer une contrainte, c'est de transformer une contrainte en opportunité et d'en faire quelque chose qui va plutôt améliorer les situations que de devenir quelque chose de néfaste. Est-ce qu'on pourrait avoir une description brève de ce modèle anglo-saxon ? Oui, alors en fait, le management, quand on regarde, il y a une version latine et une version anglo-saxonne. Dans la version anglo-saxonne, c'est créer les conditions de la performance à court terme. Et donc, de mettre en œuvre tout un ensemble de bonnes pratiques et de boîtes à outils pour attirer, recruter, engager, développer. Donc, c'est vrai que c'est très instrumental et c'est très orienté vers la production d'une valeur économique. Dans la version latine, qui s'inspire d'ailleurs des manèges de chevaux au Moyen-Âge, il y a cette idée que manager, c'est prendre soin des autres. C'est de permettre à quelqu'un de travailler toute sa vie sans tomber malade. C'est savoir construire des aventures collectives épanouissantes qui créent plus d'externalités positives pour l'individu que négatives. Donc c'est nettement moins instrumental, l'objet est beaucoup plus social, sociétal et collectif. Et donc c'est vrai que dans l'ouvrage, on plaide plutôt pour du management dans la culture, mais dans la version latine, plutôt que sur l'importation d'un management anglo-saxon qui pourrait générer beaucoup de dégâts par son approche trop instrumentale. Quels sont les leviers que vous proposez pour accompagner une professionnalisation managériale sans trahir la singularité artistique que vous évoquiez au début de l'entretien ? Donc surtout pas de prêt-à-penser, de mode managérial de copier-coller. L'idée, c'est vraiment l'hybridation. Autrement dit, se poser la question de la façon dont on va pouvoir, dans une organisation culturelle, tirer le meilleur parti des approches managériales pour construire des cadres, des postures, des principes qui deviennent des terrains de jeu épanouissants pour les compétences et les dimensions artistiques. Donc, c'est forcément de l'apprentissage par petits pas, c'est forcément une réflexion très singulière et spécifique à un contexte et à un lieu, mais c'est aussi presque un raisonnement du type « Pourquoi vous coupez-vous de tout un ensemble de pratiques et d'approches qui limitent le potentiel créatif et le potentiel humain de vos organisations culturelles ?» Est-ce que vous auriez des exemples d'organisations qui fonctionnent bien en France ? En fait, il y en a plein, mais elles nous amènent à nous dire que en management, il n'y a pas un bon modèle qui fonctionne dans tout type d'organisation. Alors que c'est l'approche anglo-saxonne. L'approche taylorienne historique et qui reproduit, c'est « nous avons trouvé la meilleure solution pour booster votre performance, pour attirer les meilleurs, et ainsi de suite ». Donc, c'est plutôt cette idée, et à ce moment-là, il y a plein de lieux, de personnes qui vont avoir ça m'ennuie de citer des gens parce que c'est mettre un projecteur sur une organisation plutôt qu'une autre, mais ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est pourquoi ne pas me former et faire un diagnostic exhaustif de tout ce que me proposent les façons intéressantes qui ont émergé depuis 150 ans dans le management moderne, temps 1, pour dans un deuxième sens se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que j'invente et qu'est-ce que j'hybride avec ce que je suis. Et donc on le voit, il y a des organisations culturelles dans lesquelles on a des directeurs qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui arrivent à tripler leur chiffre d'affaires ou alors qui arrivent à être primés et à créer des œuvres qui sont absolument exceptionnelles. Il y en a d'autres où il y a des démissions à répétition, des scandales, des burn-out, des problèmes de santé. Et donc c'est assez facile d'identifier celles qui ont su finalement tirer le meilleur parti du cadre managérial pour créer des environnements sécures et positifs pour les gens. Donc finalement, les organisations dont on n'entend pas parler sont a priori celles qui fonctionnent plutôt bien. C'est toujours le problème dans le monde du management.
Et d'ailleurs, en tant que journaliste, tu es très bien placé pour le savoir. On bosse beaucoup plus avec un article où on révèle un scandale incroyable en matière de management qu'avec un artiste qui apparaît immédiatement bisounours. Regardez comme ça se base bien ici. Donc effectivement, quand on n'entend pas parler de management, c'est souvent qu'on fait certainement le bon boulot sur le terrain. Alors, vous évoquiez cette question de la formation. Est-ce qu'il y a des modèles que vous suggérez, notamment pour les nouvelles générations de managers dans la culture? Oui, en fait, c'est vrai que les approches classiques, descendantes, où on cherche à apprendre des principes managériaux aux gens, vont encore moins bien fonctionner dans la culture, même s'ils se démonétisent partout. On sait que, par exemple, le co-développement et les communautés de pairs, c'est-à-dire apprendre par l'échange de bonnes pratiques entre différents managers de la culture, peut fonctionner. On sait que des approches plutôt d'hybridation dans lesquelles on va avoir des temps d'apprentissage, des temps d'expérimentation, des temps de retour sur expérience, un petit peu comme dans les méthodes agiles, essais, erreurs, leçons, amélioration. On sait que la gamification, c'est finalement travailler la matière managériale pas comme quelque chose de sérieux, mais comme quelque chose de fun qui va susciter l'intérêt de ces artistes. Donc, d'une certaine manière, toutes les innovations pédagogiques qui émergent, et même celles qui sont d'ordre technologique, avec la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la blockchain, auraient un intérêt très intéressant dans le secteur de la culture et devraient être importées. Alors, les parcours artistiques sont souvent très variés, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'écoles dédiées à des formations culturelles. Est-ce que ces écoles, elles n'ont pas un rôle finalement dans la formation de ces futurs managers? Oui, mais comme très souvent c'est la partie ingrate du métier, le management, c'est un petit peu comme la philo pour les bacs scientifiques. Ça devrait être structurant et on pourrait aller au-delà, surtout à l'ère des IA, de se dire comment on forme à l'éthique, à la morale et à la philo. Mais l'étudiant regardant le coef de la philo versus les maths et la physique va très rapidement se dire, bon bah ok, j'ai peut-être intérêt à investir dans les matières artistiques et certainement pas dans ces matières qui sont des pièces rapportées et des choses qui sont pas stratégiques. Donc ce que ces écoles font, elles forment, alors parfois à une approche trop instrumentale pour moi, les clés de la finance, les clés du marketing, les clés du management, parfois de manière un peu désincarnée, un petit peu descendante. Elles auraient intérêt à mettre ces matières au cœur, mais parmi d'autres, pas en remplacement de leur projet du début à la fin, et trouver un moyen de démontrer finalement à ces artistes comment ça libère le génie créatif et ça permet de construire des collectifs intéressants, plutôt que comme et by the way, vous savez qu'il faudrait quand même faire un peu de marketing, il faudrait connaître le CRM, il faudrait avoir des stratégies sur Instagram, il faudrait maîtriser un compte de résultats, il faut savoir ce qu'est une charge et une dépense, qui par nature devient quelque chose de trop abstrait ou trop caricatural ou trop antinomique avec la vocation artistique et qui se risque d'être rejeté. Alors, vous êtes enseignant dans le supérieur. Est-ce que cette méfiance à l'égard du management qu'on peut trouver dans le monde de la culture, on la retrouve dans le monde universitaire? On parle beaucoup ces derniers temps de la charge administrative qui pèse sur les enseignants, par exemple. Est-ce qu'une comparaison est possible? Je pense que l'université, c'est aussi des organisations qui mériteraient de se doter d'un management. Par principe, l'université et l'enseignement supérieur en France, c'est d'abord une bureaucratie, des statuts, des silos, des process, du reporting. Moi, j'ai été amené à faire, par exemple, des dossiers d'évaluation de mes diplômes dans le cadre de la campagne HCRS 2024-2025. J'avais un tableau Excel avec 76 questions auxquelles répondre et d'une certaine manière, j'étais nettement moins en interface avec mes étudiants et plus dans un travail effectivement bureaucratique. Donc, je trouve que moi, l'enseignement supérieur est dans le même rapport à la gestion et au management. On importe parfois des outils du privé de type KPI, mesure, mais de manière copier-coller et pluguer sans se poser la question de l'impact peut-être négatif que ça peut avoir sur l'organisation. On n'a pas une gestion des ressources humaines dynamique. Un prof d'université, un maître de conf, il est recruté sans test, sur dossier, une année pour faire ses preuves et ensuite à vie, et au cabobo après on peut le virer, le faire bouger et le réguler. Les promotions se font pas forcément sur le mérite et il y a des dimensions politiques et administratives qui sont assez redoutables. Donc au même titre que la culture, un grand encouragement à peut-être un bouquin ou finir avec les idées reçues sur le management dans le monde de l'enseignement supérieur. Merci de m'avoir donné l'idée d'ailleurs. Ça sera un plaisir de vous recevoir si cet ouvrage voit le jour, en tout cas c'est ce que je vous souhaite.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de management délibéré que vous évoquez dans l'ouvrage? Oui, en fait, déjà, il n'y a pas un style de management idéal. On sait que historiquement, on vient du management directif, le leader charismatique qui donne des ordres, qui prend la décision pour les autres. On sait qu'on a mis en place le management libéré, qui en gros se libérer de toute forme de management pour co-construire ensemble dans des collectifs où on se partage le management. Le management délibéré, c'est cette volonté d'assumer le fait que manager, c'est aussi une fonction de pouvoir, c'est aussi une capacité parfois à arbitrer, avoir le courage de sanctionner, de dénoncer des dérives de type harcèlement sexuel et moral, et dans le même temps, des espaces de liberté où on peut co-construire, donner des fonctions managériales aux autres. Donc c'est éviter la caricature en le manager tout-puissant où plus personne ne manage parce qu'on n'en a plus besoin. Est-ce que les jeunes générations, elles changent ses attentes envers le management dans la culture? On parlait tout à l'heure des crises de vocation. Et c'est très frappant chez les jeunes. Ce qui est marquant, alors je ne suis pas un fan des concepts de génération au travail. Par exemple, j'adhère pas du tout au X, Y, Z, c'est des durées trop longues. Mais ce qu'on constate, c'est que quand même la culture, c'est très souvent des métiers passion. Et pour des raisons de passion, on est prêt à travailler trop, à se faire insulter, à oublier son corps, à peut-être ne pas dénoncer des choses qui pourraient nous choquer moralement. Et ce qu'on voit chez les jeunes générations, mais pas parce qu'ils sont jeunes, c'est parce que la société a changé, parce que finalement la société c'est aussi horizontalité, le niveau d'éducation a monté, la volonté finalement de construire sa vie est plus importante qu'au XXe siècle, où on était dans des vies qu'on subissait plus fortement, il n'y a aucune raison qu'un métier passion me pousse à accepter ça, ou qu'on me parle comme ça, ou que je subisse ça, et je suis prêt à renoncer à ma passion si je dois l'exercer de telle manière. Et d'une certaine manière, c'est ça qui est intéressant, c'est là où ça crée une pression politique, parce que si les troupes désertent, demain, comment on montera des spectacles si plus personne ne veut travailler dans une culture qui a une image négative, et notamment dans la façon dont elle manage les gens? Justement, vous évoquez une crise des vocations, mais il y a aussi des risques psychosociaux, un désengagement. En quoi est-ce que le management peut être un remède plutôt qu'un symptôme de façon très concrète? Les risques psychosociaux sont de deux natures. Trop de passion qui rend malade, la blessure de l'artiste qui s'entraîne trop ou qui allait trop loin dans son art, ou au contraire, des dérives liées au charisme et aux formes traditionnelles du management dans la culture qui ont un impact moral et qui finit par générer du stress ou potentiellement des dépressions ou des burn-out. Très concrètement, manager, c'est prendre soin dans la durée des gens pour leur permettre d'exercer leur métier et passion toute leur vie. Et à partir de là, c'est pas une question d'outils, c'est aussi créer, alors très concrètement, les conditions de la sécurité psychologique, comment démontrer à tous les collaborateurs qu'ils sont importants, utiles et compétents, ce qui va générer de la réassurance et leur donner envie de s'engager, mais modérément, créer aussi de ce qu'on appelle de la justice organisationnelle, éviter la dimension politique, de reproduction sociale qu'on a souvent dans le domaine de la culture, pour promouvoir les gens selon leur mérite et leur contribution à un système. C'est en fait un cadre pour en jouer, plutôt qu'un cadre pour contraindre. Alors, est-ce que le monde de la culture pourrait inventer des formes de management susceptibles d'inspirer d'autres secteurs? On parlait de l'université, mais celui de l'entreprise, par exemple. Bien sûr, et en fait, elle le fait depuis le début de son histoire et il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas, mais pas forcément plus que les autres. Ce qui, moi, me marque si on se met en 2025, avec ces montées des IA génératives et des technologies disruptives, avec le changement climatique, avec des environnements beaucoup plus turbulents, c'est que d'une certaine manière, la créativité, la capacité à construire des organisations éphémères singulières sur un projet pour répondre à un contexte donné et inventer quelque chose de radicalement différent demain, l'intermittent qui doit à chaque fois aller, et un peu comme le journaliste d'ailleurs, chercher son nouveau boulot et démontrer sa valeur, peu importe son CV et tout ce qu'il a pu accomplir par le passé, ces trois éléments qui me semblent être un facteur d'employabilité clé pour n'importe quel collaborateur travaillant dans n'importe quelle organisation de n'importe quel secteur. Comment donner envie par mon portfolio et mes postures de m'intégrer à une aventure collective? Comment faire en sorte, à partir du moment où on espère que les IA nous libéreront des tâches administratives, de la bureaucratie,
d'être le plus créatif, le plus humain, le plus relationnel possible. Et en cela, la culture, elle démontre depuis longtemps que sur certains spectacles, sur certaines troupes, Molière et d'autres, elle est vecteur d'inspiration extrêmement puissante pour les organisations traditionnelles qui, entre nous, ont été conçues aux alentours des années 1880-1920. Donc elles sont très dépendantes de l'ère industrielle. Et en fait, on a déjà basculé dans l'ère du service ou l'ère intellectuelle, mais on va vers le quaternaire. Et l'ère du quaternaire, le secteur artistique est beaucoup mieux doté pour jouer ces nouvelles règles du jeu que les organisations de l'ère industrielle. Vous évoquez Molière. Est-ce qu'il était bon manager? Alors, en tout cas, il savait créer des collectifs, des troupes, embarquer des artistes assez hétérogènes, mais aussi des techniciens autour d'un projet qui générait un succès, du plaisir vis-à-vis des participants et dans la durée, parce que ces troupes, on voit que dans ces castings, il y a des acteurs qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Après, on n'est pas non plus dans la même époque. Ils peuvent tomber amoureux de ces actrices. Il était sans doute mégalomane. Il n'avait pas que des qualités. Mais par contre, dans sa capacité à avoir su construire dans la durée une troupe qui a généré énormément de succès et qui a valorisé ses différents membres, très clairement. Alors, vous avez évoqué un peu l'aspect financier, et on l'a fait tout au long de cet entretien. Est-ce que, vu les difficultés des organisations, mais aussi des individus au niveau de la rémunération, on parlait du statut d'intermittence, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec l'insertion du management dans la culture de finalement résumer la fonction à cette simple question financière? Oui, c'est un énorme risque. Il ne faut surtout pas voir le management simplement au service d'une performance financière supérieure. En revanche, et ça nous ramène au débat de tout à l'heure, faut non plus pas se priver de management au risque de ne pas trouver de nouvelles sources de profit et de capacité à aller générer d'autres formes de richesse. Je vais prendre des exemples. À un moment, si je suis, et c'est ce qui est en train de se passer dans le monde de la culture, dans un contexte de plus en plus restreint, et en particulier de subventions publiques, dire « Ah, mais moi, mon projet est artistique, je refuse de lancer des activités économiques, je refuse de lever des fonds, je refuse de m'associer à des activités marchandes », je serais tenté de dire pourquoi pas si ça se défend, mais pourquoi ne pas, dans un premier temps, avoir véritablement adressé sans biais et sans idéologie la question pour faire les meilleurs choix et optimiser le potentiel économique, parce que les moyens, c'est aussi au service d'œuvres, même si de toute contrainte peut aussi générer du succès. Alors, on a parlé de certains modèles anglo-saxons. Est-ce qu'en Europe, dans ces modèles latins, il n'y a pas d'autres exemples qu'on peut citer, peut-être l'Allemagne, l'Italie par exemple? C'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on ait un modèle européen, ni même latin de la culture. Je pense que c'est à la fois une caractéristique et un gros problème, ce qu'on appelle l'exception française. Nous, on n'a rien à voir avec les autres. On a des instances, on a des budgets, on a des multiplications de lieux qu'on ne retrouvera pas forcément dans les autres types d'organisations. Ce qui peut être intéressant dans certains pays, c'est justement la façon dont la culture arrive à se créer sans forcément toujours le soutien d'acteurs publics. C'est pas pour ça qu'il faut plus faire d'art. Moi, je pense que l'État a une responsabilité sociétale de mettre à disposition des activités et des spectacles créatifs, parce que ça crée aussi une valeur pour les individus, ça les rend heureux, ça leur permet parfois de s'accomplir. Donc c'est intéressant d'aller voir finalement les pays où la culture se crée finalement différemment, avec des modèles associatifs, collaboratifs, territoriaux, régionaux. Et puis deuxièmement, c'est aussi intéressant d'aller voir comment les pays anglo-saxons arrivent à générer d'importants revenus au service parfois de créations artistiques absolument intéressantes, comme le Cercle du Soleil par exemple, avec nos Canadiens qui ont su développer des modèles qui arrivent à combiner créativité et business. Donc c'est toujours pareil, s'inspirer de pratiques étrangères, oui. Importer et copier-coller telles quelles des pratiques étrangères, non. Alors, si vous deviez retenir une seule idée, Michel, pour réconcilier management et création, laquelle ce serait? Ouais, moi je dirais, et on l'a dit un petit peu, tirer le parti du meilleur des deux mondes. Donc augmenter l'art par le management par l'art.
Michel, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous propose de retrouver En finir avec les idées fausses sur le management dans la culture. C'est publié aux éditions de l'Atelier et disponible dès aujourd'hui.